Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la convexité. Alors oui, nouvelle intro. Bonjour à tous. Alors oui, nouvelle intro parce que nouvelle renaissance pour la chaîne. Je suis en prépa, donc on va pouvoir parler un petit peu plus de concepts mathématiques de façon plus précise et rigoureuse. Donc voilà pourquoi la nouvelle intro. Donc, on va aujourd'hui s'intéresser aux fonctions convexes. On va essayer aujourd'hui de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une fonction convexe. Petit disclaimer, je suis au courant de la définition qu'on nous apprend au lycée. Une fonction convexe, c'est une fonction dont sa dérivée seconde est positive. Cependant, cette définition se base sur le fait que la fonction est dérivable deux fois, et il y a certaines fonctions qui sont convexes, mais qui ne sont pas dérivables deux fois, ou même une seule fois. Par exemple, la valeur absolue de x, qui n'est pas dérivable en 0, et pourtant qui est convexe. Même en 0, d'ailleurs. Donc, on va aujourd'hui essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une fonction convexe. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai défini mes objets que je vais utiliser pendant quasiment toute la vidéo. Alors, cette vidéo est décomposée en deux parties. Partie 1, c'est une démonstration de qu'est-ce que c'est que la convexité. La deuxième partie, c'est notamment une démonstration sur pour montrer la bijectivité d'une fonction. C'est ça la vidéo. Donc, j'ai ici un intervalle i, que j'ai nommé donc i, deux réels AB, enfin deux réels AB qui sont dans i, c'est hyper important qu'ils soient dans i, et enfin une fonction f qui va de i dans r, et qui est continue sur AB. J'ai fait le choix de la rendre continue sur AB, je peux très bien la faire continue sur i, voilà, mais on va dire qu'elle est continue sur AB, parce qu'il y a certaines fonctions qui ne sont pas continues tout du long, qui sont continues par morceaux, on va dire. Et ben on va tracer cette fonction. Tiens, on va tracer cette fonction. Pour essayer de voir ça. Voilà, j'ai tracé ma fonction. Bon, vous voyez, elle est continue sur l'intervalle AB. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut regarder sur cette fonction? Déjà, elle semble, je dis bien, elle semble être convexe. Ce dessin sert juste à la représentation. Je vais prendre le point en A et le point en B et je vais les relier par une droite. Vous voyez, j'ai créé cette petite droite qui relie A et B. Ceci, c'est ce qu'on appelle la corde. La corde, c'est une droite qui relie deux points d'une courbe. Eh bien, notre objectif maintenant, ça va être à partir de cette corde, de déterminer une définition de la convexité. D'après le dessin, on peut voir que la courbe est en dessous de sa corde. On va extrapoler plus tard et généraliser à dire que c'est toutes les cordes. Mais pour le moment, on va dire qu'elle est en dessous de cette corde spécifiquement, cette corde entre A et B. Donc ça veut dire qu'on peut déjà poser une fonction qui va permettre de modéliser cette corde. Bon, c'est une droite, et on sait modéliser une droite avec une fonction, avec une fonction affine. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai posé ma petite fonction, donc une fonction définie sur l'intervalle AB, et c'est une fonction affine, donc c'est pour ça qu'elle fait m de mx plus p. Et le but, bien entendu, ça va être de déterminer m et p, sinon ça ne sert à rien. Alors comment on va déterminer m et p? Pour déterminer m, c'est relativement simple, c'est le coefficient directeur, donc on peut utiliser f de b moins f de a sur b moins a simplement. Donc voilà, j'ai posé mon coefficient directeur. Maintenant qu'on l'a, on va pouvoir trouver p. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour déterminer p? On va prendre une valeur spécifique qu'on connaît bien. Par exemple, en a, g de a, ça fait f de a d'après le dessin. Voilà. Donc, on va résoudre une équation avec p. Donc là, j'ai simplement posé mon équation. G de a égale f de a, si et seulement si f de b moins f de a
sur b-a fois a plus p est égal à f de a. Et maintenant, on peut très facilement déterminer p. Donc, c'est équivalent à dire que p est égal à donc, f de a moins b moins f de a sur b moins a, et on va mettre des petits a devant. Voilà, ça c'est p. Et ben, maintenant on va pouvoir un petit peu calculer. Je vais un petit peu nettoyer cette expression parce qu'elle paraît un peu moche vu comme ça. Bon, là j'ai mis sur le même dénominateur et on voit assez rapidement que ces deux trucs là s'annulent. Et on n'a plus que b fois f de a moins a fois f de b sur b moins a, et ça c'est pas trop simplifiable. Voilà, on a ça sur notre... maintenant, on a ça. On peut injecter m et p dans g pour donner une expression plus simple. C'est ce que je vais faire, tiens. Donc c'est parti, on va injecter tout ça. Donc là, j'ai simplement remis les expressions de m et p dans la fonction, et on va un peu pouvoir nettoyer tout ça. Donc voilà ce qu'on obtient à la fin. Voilà ce que c'est notre fonction g. Bon, pour rappel, pourquoi on avait défini notre fonction g, c'est parce que d'après notre dessin, on a l'impression qu'elle est en dessous de cette corde. Et bah, c'est parti. On va pouvoir définir une condition nécessaire et suffisante sur notre fonction pour qu'elle soit convexe. Et voilà notre condition nécessaire et suffisante, CNS, pour que la fonction soit convexe. F est convexe sur AB si et seulement si, pour tout x de AB, f de x est plus petit que g de x. Ça, c'est notre CNS. Ça, c'est notre CNS, justement. Et maintenant, on a juste à simplifier cette expression-là avec que des f, que des x, et on va voir à quoi on arrive. Donc là, j'ai simplement remis la définition de ce que c'est g, justement, ici. Et là, on va pouvoir encore continuer. Là, on peut multiplier par b-a ici. Alors, pour le coup, j'ai le droit de faire cette étape supplémentaire. Je vous rappelle que a est différent de b. Et donc voilà, on arrive à cette condition-là. Donc f est convexe sur AB si et seulement si pour tout x de AB, b-a fois f de x est plus petit que x-a fois f de b moins x-b fois f de a. Et là, on arrive à un problème. Ce truc-là, c'est pas simplifiable. On peut plus le simplifier. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a terminé? Non, parce que ça, c'est un peu moche, honnêtement. Et en vrai, moi, j'aimerais pas avoir un truc qui se trimballe dans AB. Moi, j'aimerais avoir un truc qui se trimballe dans un ensemble beaucoup plus petit et beaucoup plus simple à travailler avec. L'ensemble 0,1. L'intervalle 0,1. Mais comment passer de l'intervalle AB à l'intervalle 0,1? Par une fonction. Donc, on va créer une fonction qui va de l'intervalle 0,1 à l'intervalle AB et qui nous permettra de remplacer ce x par le résultat d'une fonction. Bon, là j'ai simplement réécrit notre CNS. F est convexe sur AB si et seulement si pour tout x de AB, f de b moins a fois f de x est plus petit que x moins a fois f de b moins x moins b fois f de a. Et là, j'ai posé une petite fonction phi qui va donc de 0,1 dans AB et qui a t associe t fois a plus 1 moins t fois b. Et donc c'est grâce à cette fonction qu'on va pouvoir continuer cette ligne, cette chaîne d'équivalence dans le but d'avoir une définition de la convexité. Donc c'est parti, on va réécrire cette ligne avec notre fonction phi. Donc là c'est ce que j'ai fait, j'ai réécrit ma ligne avec la fonction phi, et donc maintenant on va essayer de déterminer notre CNS. Bon, on peut remplacer phi par son expression qu'on a juste là,
Et après, on va voir qu'il va y avoir tout plein de simplifications qu'on pourra faire. Donc là, j'ai simplement réécrit la ligne en mettant l'expression de phi dans notre CNS. J'ai accessoirement effacé le dessin parce qu'il ne nous sert plus à rien maintenant. Et donc maintenant, on va pouvoir... bien calculer tout ça. Et on va se rendre compte qu'il y a plein de simplifications qu'on peut faire. Donc là, j'ai simplement simplifié ce qu'on avait là. On peut ici remarquer qu'on peut factoriser un moins t là, un t ici, et on va se retrouver en fait à pouvoir simplifier par b-a en réalité. Donc c'est ce que j'ai fait là, j'ai factorisé, et là on peut effectivement simplifier par b-a de chaque côté. Qu'est-ce que c'est que ce son? Non, on n'active pas la lampe de division par 0 là. Merci. Et finalement, on arrive à ceci. Et maintenant, on peut réécrire notre définition à partir de ça et de ça. Et on arrivera à une définition de la convexité. Et donc voilà, j'ai simplement réécrit ma définition. Je l'ai un peu généralisé accessoirement. Donc ici, c'est plus continu sur AB, c'est continu carrément sur I que je dois mettre. Et voilà, donc F est convexe sur I, si et seulement si, c'est comme ça que ça se lit. Pour tout AB de I, pour tout T de 0 à 1, on a F de T fois A plus 1 moins T fois B est plus petit que T fois F de A plus 1 moins T fois F de B. Ça, c'est la définition de la convexité. Et on peut prendre n'importe quelle T de 0,1. N'importe quelle T de 0,1 permet de vérifier cette inégalité. Ça, c'est en réalité l'itération numéro 2 de l'inégalité de Jensen, que je ne vais pas traiter, mais qui est quand même relativement intéressante. Donc, ça, c'est bien. Mais il y a un truc dans ma démo qui est peut-être passé à côté de vous et qui en réalité est très important. C'est quand je suis passé du fait que pour tout x dans AB à pour tout t dans 0,1. Pourquoi j'avais le droit de faire ça? Parce que justement le sujet de cette deuxième démonstration montrait que la fonction phi est bijective. Et c'est ça qui nous permet de démontrer ça, qui nous permet de faire le passage à la ligne. Donc je vais commencer par définir mes objets, donc soit B, deux réels strictement positifs, tels que A est plus petit que B bien entendu, et phi, une fonction qui va de 0,1 dans AB et qui a t est aussi TA fois 1 plus 1 moins TB. Et du coup, notre objectif, ça va être de montrer que cette fonction, elle est bijective. Comment on va le démontrer? Il y a deux méthodes. Soit on utilise un théorème, ce qui est possible, mais ça, le problème le théorème de bijection monotone, c'est qu'il ne fonctionne que pour les fonctions à valeur réelle et qui ont leur variable d'entrée dans R. Donc ça ne fonctionne pas pour des fonctions par exemple qui vont de C dans C. Ou alors, deuxième méthode, c'est la méthode la plus générale, la méthode la plus tout-terrain. Et c'est celle que je vais privilégier ici. Alors pour démontrer qu'une fonction elle est bijective, un moyen, donc on va commencer par démontrer qu'elle existe. Ça veut dire que cette partie-là est bien dans l'intervalle AB. Voilà, je vais commencer par écrire une trivialité. Pour tout t dans 0,1, t est dans 0,1. Difficile à démontrer ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben je vais séparer entre guillemets mon tableau en deux. Et à chacun des t, je vais leur appliquer des transformations différentes. Pour ce premier t, je lui applique la transformation multipliée par a. Ça ne change pas le sens des inégalités, puisque a est un réel strictement positif.
Et là, je vais d'abord multiplier par moins 1 ici. Puisque je multiplie par un nombre négatif, on se retrouve à renverser le sens de l'inégalité. Ensuite, Ensuite, j'ai ajouté 1 de chaque côté. Et enfin, on multiplie par b. J'ai fait une erreur ici, c'était pas 1, c'était A, justement. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir ajouter les deux inégalités pour en déduire justement cette inégalité-là. Que ce truc-là, c'est bien dans AB. Alors, pourquoi j'ai eu le droit de faire ça? On le sait grâce à cette supposition que A est plus petit que B. Donc cette partie-là est plus petite que B. Jusque-là, ça va. On ajoute à cela un truc qui est aussi plus petit que B. Donc, ce sens de l'inégalité-là est vérifié. B est plus grand que A. Ça, c'est positif. Donc, 1 moins T fois B est bien plus grand que A. Et c'est là... Et il se trouve que cette quantité-là, par rapport à cette quantité-là, elle est plus importante. Donc, c'est pour ça que j'ai pu les ajouter pour former cette partie-là de l'inégalité. Voilà au niveau de la justification. Ah oui, donc phi, elle existe à ce niveau-là. On va maintenant démontrer la surjectivité de phi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction surjective? Une fonction surjective, c'est une fonction. Une fonction surjective, c'est simple. Si on prend un point de l'axe des ordonnées, eh bien, il existe au moins un objet, un point x, tel que f de x égale y. C'est comme ça qu'on peut le deviner. Et c'est bien au moins 1. Par exemple, la fonction carré, elle est surjective sur R+. Pourquoi je dis ça? Parce que si on prend un y dans R+, eh bien, on va nécessairement trouver au moins un x dans R tel que y égale x carré. Donc là, j'ai traduit justement ce que ça veut dire montrer une fonction qui est surjective. C'est-à-dire montrer qu'il existe t dans 0,1 tel que phi de t égale x. Pour montrer qu'il existe quelque chose, il y a deux manières. Soit par équivalence, très risqué honnêtement. Il y a de grandes chances que vous vous trompiez et si vous vous trompez, toute l'équivalence elle part, malheureusement. Et il faut justifier bien le passage à la ligne en dessous et à la ligne au-dessus. C'est un enfer vraiment. Ne le faites pas à moins que vous soyez très confiant de vous. Ou alors, deuxième possibilité, ce qu'on appelle l'analyse synthèse. L'analyse synthèse, ça consiste à dire que si t existe, alors il vaut ça. Et dans la synthèse, ça c'est l'analyse, et dans la synthèse, on dit si t vaut ça, alors x existe. Voilà, donc dans l'analyse, supposons l'existence d'un t tel que tel que phi de t égale x. Et maintenant, on remplace phi de t par une expression analytique. Donc voilà. Alors, donc supposons tel que phi de t égale x. Alors, t fois plus 1 moins t fois b est égal à x. Donc, à la fin, on arrive à t égale x moins b sur a moins b. Voilà, là on a fait l'analyse. Maintenant la synthèse, on va prendre ce résultat qu'on a trouvé, le mettre dans la fonction et montrer que ça fait bien x à la fin. Donc voilà, donc voilà la synthèse. On pose t pour être égal à ce truc-là, ce qu'on a trouvé dans l'analyse. Et ensuite, on calcule phi de t et on trouve à la fin que ça fait x.
Donc on est content. Bah phi elle est surjective maintenant. Wouhou! On a démontré que phi elle est surjective. Techniquement là c'est la seule preuve que j'ai besoin pour démontrer la ligne de la ligne dans ma démonstration. Mais on va terminer la démo par montrer que phi elle est injective pour vraiment montrer qu'elle est bijective. Pour vraiment montrer que la fonction elle est bijective. Donc maintenant on va montrer l'injectivité de phi. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction injective? Une fonction injective, c'est si on prend deux nombres, donc t et u de l'intervalle de départ, si f de t égale f de u, alors t égale u. Donc c'est parti. Voilà, j'ai écrit le truc, on arrive à ce résultat. T moins u facteur de a moins b est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Bah, soit ça égale 0, soit ça égale 0, ou soit les deux valent 0. Sauf que ce truc-là, ça vaut jamais 0, parce que la condition ici. Donc, on arrive à t égale u. Voilà, t égale u. Si ça, alors ça. Maintenant que phi est injective, alors maintenant, on a montré quoi? Phi existe, phi est surjective, et phi est injective. Il y a les trois conditions. Elle est bijective. Et donc voilà pour cette vidéo sur la convexité d'une fonction. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que cette nouvelle intro vous aura plu. Et j'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaira, puisqu'il nous suivra pendant un bon bout de temps. Le temps que je sois en prépa, bien entendu. Et peut-être même après, bien entendu, si j'ai le temps. Je vous rappelle que ces vidéos prennent du temps. Et j'espère que vous comprenez maintenant pourquoi je n'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps. Aussi bien sur ma chaîne principale que sur cette chaîne-ci. Et donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. Aucun objectif d'abonner, bien entendu. Et je vous dis à la prochaine où on parlera d'équations différentielles.